Bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse, la rubrique boursière du magazine Trends Tendance. Tous les mercredis, Pierre-Henri Thomas, journaliste chez Trends Tendance, vous propose un aperçu de l'actualité des marchés financiers. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Keytrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast de l'initié de la bourse. Aujourd'hui, nous allons parler des banquiers centraux. En baissant les taux et en achetant des brassées d'obligations, les banquiers centraux dictent en effet depuis 10 ans la progression des marchés boursiers. En fait, puisque les rendements des placements dits sans risque ne procurent plus rien, les banquiers centraux poussent les investisseurs vers les placements risqués et donc vers la bourse. Alors après la crise de 2008, nous vivons aujourd'hui une nouvelle crise majeure, même si nous en ressentons différemment les effets. Tout le monde perçoit la crise sanitaire, mais le ressenti de la crise économique est très différent selon que l'on travaille dans l'horeca, l'industrie ou les services. L'impact économique de la crise a été atténué grâce aux interventions massives des autorités politiques et des autorités monétaires. Et l'on sait déjà que le legs majeur de cette crise sanitaire sera une dette publique colossale qui rendra le rôle des banquiers centraux plus central encore. Car, du côté politique, contrairement au débat qui avait lieu en 2008, il y a un large consensus aujourd'hui pour mener une politique de soutien et d'investissement public. Personne ne plaide plus pour l'austérité. Cela a évidemment des conséquences sur le paysage financier. La crise bancaire de 2008 avait apporté des taux zéro et une politique monétaire non conventionnelle, c'est-à-dire des achats d'obligations par les banques centrales. La crise du coronavirus débouche sur une mainmise totale des banquiers centraux sur les taux, à court, moyen et long terme, mais aussi, et cela ce serait neuf, ces interventions pourraient provoquer une bouffée d'inflation. Ce serait alors la répression financière 2.0. La répression financière, premier modèle, consistait à réprimer l'épargnant en le poussant à investir dans des produits sans risque et des emprunts d'État qui ne rapportent plus rien. Le nouveau modèle, qui intègre une reprise de l'inflation, ajouterait à ces pertes de l'épargnant une couche supplémentaire, celle de l'érosion monétaire. Une érosion qui existe déjà. Ceux qui n'ont pas touché à leur économie au cours des 10 dernières années ont perdu 13% de leur pouvoir d'achat. En termes réels, 100 € d'il y a 10 ans sont devenus 87 € aujourd'hui. Mais la nouveauté serait que la dépréciation de l'argent, due à une inflation plus élevée, s'accélère encore dans les années à venir. Alors, en temps normal, lorsque le risque d'inflation augmente, les taux sur les obligations augmentent aussi, c'est normal. Les détenteurs d'obligations veulent une rémunération plus élevée en échange du risque accru et en échange du fait que l'argent de demain aura moins de valeur que l'argent aujourd'hui. Mais les investisseurs aujourd'hui qui espéreraient une hausse des taux risquent d'en être pour leurs frais. Alors bien sûr, l'état des finances publiques s'est considérablement détérioré et donc en théorie, le risque de prêter à l'État est un peu plus important, mais cela ne se traduira pas dans les taux d'intérêt. Les banquiers centraux empêcheront, si nécessaire grâce à des rachats d'obligations illimités, que les taux d'intérêt augmentent réellement. Ils fixeront, si nécessaire, les taux d'intérêt et contrôleront ainsi la courbe des taux. Les banques centrales vont défendre cette politique, car sinon, si elles ne le font pas, si les États doivent payer un taux plus important sur un montant de dette sensiblement plus élevé, eh bien, ces États risquent d'être très, très ébranlés. Alors, que se passera-t-il avec des taux d'intérêt qui resteront bas très longtemps et quand la crise sanitaire se calmera ? Et que se passera-t-il aussi lorsque les turbulences possibles autour des élections présidentielles américaines s'estomperont ? Eh bien, de plus en plus d'épargnants seront poussés à devenir des investisseurs. Ils devraient délaisser les obligations et les comptes épargne qui ne rapportent plus rien pour se tourner vers les actions. Les perspectives des marchés boursiers devraient donc encore être favorables pour les années à venir. Il faudra garder son calme, toutefois, lorsque les marchés connaîtront prochainement, ce qui n'est pas exclu, des jours ou des semaines difficiles. Ces coups de mou pourraient offrir de bonnes opportunités d'achat à l'horizon de cette année ou de l'an prochain. Alors oui, direz-vous, mais dans l'immédiat, les regards sont surtout tournés vers les élections américaines. Sans doute, mais lorsque le résultat sera connu de ces élections, et il n'est pas certain qu'il le soit rapidement, car il y a un nombre considérable de votes par correspondance qu'il faudra dépouiller, et puis il y a aussi sans doute des recours juridiques de l'un ou l'autre camp pour empêcher le décompte dans tel ou tel État.
Mais même si le résultat est connu, donc, il ne faudra pas se précipiter. Rappelez-vous, il y a 4 ans, la réaction initiale était à la victoire surprise de Donald Trump. La réaction initiale était vraiment négative. Et puis, le vent a vite tourné. Et lors de la première année du mandat de Donald Trump, Wall Street a connu une période fantastique. La parole est maintenant à l'expert de KeyTrade Bank avec une analyse de l'actualité économique et financière. Le mois d'octobre n'aura pas failli à sa réputation. Comme d'autres avant lui, il aura été le théâtre d'un recul des marchés boursiers internationaux. Les bourses européennes sont celles qui ont le plus souffert de l'annonce de la deuxième vague d'infection au Covid-19. Elles ont cédé plus de 5% en moyenne, contre 2% environ, en euros bien entendu, pour les bourses américaines. Il convient de noter que les bourses des pays émergents achèvent, elles, le mois dans le vert. Ce podcast revient régulièrement sur le potentiel des marchés émergents, un choix qu'il n'y a pas lieu de regretter pour l'instant. De nombreux investisseurs s'interrogent néanmoins. Assistons-nous à une nouvelle correction, voire à un retournement de tendance? Un sentiment de panique s'installe manifestement. C'est donc le moment de prendre un peu de recul et de veiller à ne pas se laisser envahir par les émotions. Nous tentons toujours de répondre à la question suivante. Y a-t-il quoi que ce soit qui permette de penser que la tendance haussière est en péril et qu'il convient de protéger le portefeuille d'actions? La réponse est claire, rien ne permet de craindre aujourd'hui un retournement de tendance sur les marchés. Voici les 4 raisons pour lesquelles nous estimons que les actions restent le choix à privilégier. Premièrement, le sentiment ces dernières semaines n'a pas été à l'euphorie. Prenez l'indicateur Fear and Greed, il tourne actuellement autour des 40 points, ce qui évoque davantage la peur que l'avidité. Compte tenu de cela, nous nous positionnerions plus comme acheteurs que comme vendeurs. N'oubliez pas que le Fear and Greed est un indicateur de sentiment à l'égard des actions américaines qui fait autorité. Deuxièmement, nos indicateurs de tendance préférés relatifs au S&P 500 restent orientés à la hausse. La moyenne à 200 jours continue de grimper et l'indice S&P 500 lui est supérieur. Les moyennes à 50 et 100 jours surpassent elles aussi la moyenne à 200 jours, ce qui est très positif. Troisièmement, le ratio cuivre-or grimpe depuis plusieurs semaines. Le cours du cuivre progresse donc davantage que celui de l'or, ce qui, pour les analystes, traduit l'appétence au risque des investisseurs. Si les investisseurs refusaient de prendre des risques, ils opteraient pour l'or, qui est un actif défensif. Et quatrièmement, nous nous basons pour expliquer notre optimisme à l'égard des actions sur l'évolution des actions cycliques par rapport aux actions défensives. Les actions cycliques sont par exemple celles de Caterpillar ou de Siemens, les défensives, celles des fabricants de produits alimentaires. Or, les actions cycliques enregistrent depuis plusieurs mois de bien meilleurs résultats que les actions défensives. Tous ces arguments nous font dire qu'il vaut mieux acheter sur correction. Sur le plan de la répartition géographique, nous continuons à préférer les États-Unis, ainsi que tout particulièrement les pays émergents. Les actions européennes sont à la traîne. Dans un portefeuille international, nous les sous-pondérerions légèrement. Bienvenue dans la seconde partie du podcast de l'initié de la bourse. Alors penchons-nous maintenant un moment sur AB InBev, notre fleuron brassicole national qui est aussi le plus grand brasseur mondial. On sait que le groupe, né de la fusion d'Interbrew et du brésilien Ambev et qui a absorbé par la suite l'américain Anheuser-Busch, éprouve énormément de mal à digérer sa dernière grosse acquisition réalisée en 2016. Je veux parler de SAB Miller, qui a été acquis pour plus de 106 milliards de dollars. Une gestion difficile qui a coûté son poste d'ailleurs au directeur financier ainsi qu'au CEO du groupe, Carlos Brito. Et évidemment, la crise du coronavirus est venue encore compliquer la donne. Depuis le 1er janvier, l'action du groupe a cédé environ 36%. Alors, le confinement quasi mondial a éprouvé évidemment les ventes d'AB InBev au deuxième trimestre. Une bonne part des ventes dans les cafés et les restaurants n'ont simplement pas pu avoir lieu. Et depuis des mois, il n'y a pas non plus de grands festivals de musique ou de grands événements sportifs qui déplacent une masse de fans assoiffés. Alors, toute chose restant égale, sans tenir compte des acquisitions et des cessions, les volumes ont chuté de plus de 13% au premier semestre, une chute qui a surtout été marquée au deuxième trimestre. Pourtant, le mois de juin a été étonnamment bon et cette tendance positive s'est poursuivie pendant l'été. Ça a permis de réduire les dommages. La baisse des volumes, elle était de 13%, je vous le rappelle, après 6 mois, n'était plus que de 8% après 9 mois. Le Brésil, en particulier, a étonnamment bien résisté au troisième trimestre et cela a rassuré analystes et investisseurs. Mais ce qui paraît sans doute moins
dans ces chiffres, c'est le changement de stratégie que le virus a imposé au groupe. AB InBev est traditionnellement connu pour viser les marges les plus élevées possibles, plutôt que la croissance en volume ou en vente. Et pourtant, l'accent a été mis ces derniers mois justement sur la récupération des ventes. Du coup, malgré la croissance organique des volumes et des revenus, au troisième trimestre, on constate une diminution du cash flow opérationnel, c'est-à-dire des marges, de 5,29 milliards. Au troisième trimestre 2019, elles ne sont plus que de 4,89 milliards cette année. Alors bien sûr, c'est mieux qu'au premier semestre où le cash flow avait chuté de près de 25%, mais cela signifie que la marge a diminué de 1,9% environ, passant de 40,1% au troisième trimestre 2019 à 38,2% maintenant. Alors, soyons réalistes, au sein de l'industrie, cette marge reste quand même impressionnante. Mais cette baisse de la marge et des volumes se fait sentir côté bénéfice. Après 9 mois, le bénéfice sous-jacent par action s'élevait à 1,71 $, c'est encore 37,5% de moins que pendant la période de janvier à septembre 2019. Cependant, le point de préoccupation principal de AB InBev reste la dette, importante et consécutive à l'acquisition de SAB Miller. Une dette de 87 milliards de dollars environ, qui pèse d'autant plus que le cash flow et les marges sont mis sous pression par le virus. Le désendettement est donc la priorité absolue de la direction de AB InBev, d'où sa décision de ne pas verser d'acompte sur dividende cette année. Le détenteur d'obligations sera heureux de la prendre, l'actionnaire un peu moins. Merci d'avoir écouté le podcast de l'Initié de la Bourse. Vous trouverez plus de conseils et d'analyses de l'Initié de la Bourse demain dans les pages vertes du magazine Trends Tendance. La semaine prochaine, nous sommes de retour avec de nouvelles analyses. Ce podcast est réalisé avec le soutien de KeyTrade Bank, leader incontesté du trading en ligne en Belgique.